Wahed, psychologue du travail, ex-directeur du Centre de psychologie appliquée de l'ONCF, actuellement directeur général du Centre de psychologie appliquée à Casablanca, privé. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre exposé ici religieux, ici riche en connaissances, aussi en expertise dans le domaine de la TCC. Moi, je vais vous poser une question plus pointue et claire. Est-ce que le biseau lutin peut s'appliquer à toutes les schizophrénies? Voilà, merci. Alors, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, dans la schizophrénie, on ne va pas faire l'exercice du lutin. Dans la schizophrénie, en fait, quand il y a des voix qui sont entendues, il y a un truc qui s'appelle, enfin, des techniques qui sont reprises dans, par exemple, si vous connaissez la Accepted Voice ou des choses comme ça, qui sont données quelque chose de concret à la voix. Faire en sorte que la voix puisse être dégagée de la tête un petit peu, comme si il y avait quelqu'un à côté de moi là, et de décrire en fait, personnaliser la voix. Et qu'une fois qu'on a personnalisé la voix, on peut lui répondre. Mais on ne va pas la personnaliser comme un lutin dont tel. Sauf si la personne schizophrène nous apporte cet exemple et va commencer à dire en fait la voix c'est comme si c'était un petit lutin qui ressemble à ça, etc. Mais c'est pas exactement le même exercice, comme je disais, c'est dans la même veine en fait. C'est dans la même veine, c'est concrétiser une idée, une pensée, quelque chose qui nous vient de manière automatique, le concrétiser, lui donner une forme pour pouvoir lui répondre. Et dans ces cas-là, sur toutes les personnes qui sont atteintes de schizophrénie, mais il y a plusieurs conditions. Il faut déjà qu'elles soient stabilisées. Il ne faut pas qu'elles soient pile dans un délire où de toute façon il n'y a rien d'entendable pour elles. Donc il faut que ce soit le bon moment dans le bon contexte. Mais quand elles entendent la voix dans le bon moment, quand ce sont des schizophrènes qui sont pas en délire et qui sont juste des entendeurs de voix, comme il en existe des tonnes et des tonnes, avec cela, cet exercice fonctionne très très bien. Donc ça peut s'appliquer aussi à la schizophrénie psychoaffective. Oui. Le seul problème, c'est que je vais dire, je ne sais pas ce que c'est que la schizophrénie psychoaffective. Mais oui, d'accord, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Merci. Bonjour, je suis Abdel Zerdaoui, ex-étudiant de professeur Marawi. Donc ma question c'est à propos de l'hypnose conversationnelle. Donc pour votre technique, est-ce qu'on peut utiliser même l'hypnose érectionnelle? Alors, merci. Oui, j'allais dire oui et non, parce que l'hypnose ericksonienne, c'est une méthode d'hypnose en soi. Mais ce n'est pas l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, en fait, c'est déjà avoir comme idée que si on essaye de voir ce qui n'existe pas réellement, si on essaye de voir les niveaux de transe qui existent, en fait, on aurait 4 niveaux de transe différents. Mais ça n'existe pas. C'est juste une conceptualisation. En fait, on s'aperçoit avec les IRM fonctionnels que ça n'existe pas. Mais on aurait ce qu'on appelle la transe légère, la transe profonde et la transe très profonde. Et avant la transe légère, on utiliserait l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire l'hypnose conversationnelle, c'est faire adhérer à la suggestion par la parole, mais sans qu'il y ait de transe. Alors que quand on est en ericksonien, normalement on ne fait pas de transe légère, c'est juste des transes profondes, pas très profondes, mais profondes, dans lesquelles on va utiliser l'hypnose ericksonienne, un petit peu plus de métaphores et de trucs comme ça, mais c'est pas. Donc, en soi, dans l'hypnose ericksonienne, mais c'est pareil si vous parlez d'hypnose où on fait de la transe très profonde ou juste de la transe légère, c'est pas de l'hypnose conversationnelle. Parce que dans l'hypnose conversationnelle, il n'y a pas de transe. Voilà, quand on fait des IRM d'hypnose conversationnelle, on voit qu'il n'y a pas de modification au niveau du cerveau. Alors que quand on est en hypnose réellement, là, c'est parce qu'on a induit une transe, et dans ces cas-là, il y a des modifications. Mais l'hypnose, alors, pour répondre autre chose, mais l'hypnose conversationnelle, en fait, normalement, sert aussi à implémenter des idées. On va implémenter, quand on fait l'hypnose conversationnelle ericksonienne, normalement, c'est pour implémenter des idées.
d'abord travailler la flexibilité cognitive, la flexibilité à l'expérience, avant de pouvoir implémenter efficacement l'idée. Alors, je suis désolé, je vais vous répondre un truc qui ne va pas vous faire plaisir. C'est que vous me posez une question qui est: est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler la flexibilité avant d'implémenter l'idée? Travailler la flexibilité, c'est implémenter des idées aux patients. C'était juste un exemple. L'idée, c'est que est-ce qu'on a besoin, quel prérequis chez le patient, on doit le trouver pour pouvoir passer à l'implémentation de l'idée. D'accord. Mais de manière générale, bien entendu que il va falloir attendre et des fois faire quelque chose avant pour que le patient soit prêt à avoir des idées implémentées. Je veux dire que tout à l'heure on parlait d'addiction par exemple et du fait de pouvoir implémenter une idée qui va aider quelqu'un même à réduire sa consommation et de faire ça. Tout ce qu'il y a, c'est que si la personne vient avec comme seule motivation, c'est mon conjoint qui m'envoie. Et je viens vous voir juste pour faire plaisir à mon conjoint. Il va falloir travailler une motivation intrinsèque. Et il va falloir d'abord travailler une motivation intrinsèque pour pouvoir passer à modification d'idée par implémentation d'idée. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut une motivation intrinsèque pour pouvoir y arriver. Donc oui, dans plein de cas, il va y avoir, quoi qu'il arrive, du travail à faire avant. Et déjà, il va falloir aussi travailler un truc, alors pas obligatoirement, mais là c'est parce qu'on parle de patient. Je parle en général de patient, il va déjà falloir travailler une certaine alliance thérapeutique avec le patient. Si vous n'avez pas la bonne alliance thérapeutique, vous pouvez faire ce que vous voulez, il va ressortir en disant il est bon celui-ci. Voilà, en disant j'en ai rien à foutre en fait de ce qu'il me dit. Donc il faut d'abord avoir ça. Donc il y a des choses à travailler, quoi qu'il arrive, et il faut que, de manière générale, le patient déjà vous fasse confiance. Ça peut aller très vite, hein, les vendeurs de bagnole, vous leur faites confiance en 10 minutes, et quand ils vous disent c'est la meilleure bagnole que vous trouverez, d'un seul coup, tu te crois ouais. Voilà, donc ça peut aller vite, c'est pas le problème, mais il faut quand même travailler les choses avant. Et savoir déjà, il y a juste un truc à travailler, déjà savoir quelle idée il faut implémenter chez le patient. Et avant de savoir quelle idée on va réellement implémenter chez le patient, il y a beaucoup de boulot avant, parce qu'on ne va pas implémenter n'importe quoi chez le patient. Bonjour. Mais ça, vous le saviez déjà. J'ai oublié de le faire. J'avais rendu compte, j'ai oublié de le faire, mais ça, vous le saviez déjà. Comme vous voulez. Bon, une simple question. Bon, je présente tout d'abord étudiante en Réveil Bouchra, étudiante en psychologie, en même temps médecin généraliste. Une simple chose qui m'a interpellée concernant, vous avez dit, pour les hallucinations. Hallucinations auditives. Alors, j'aimerais bien savoir, parce qu'en principe, on donne le traitement pour améliorer la situation du patient. J'aimerais bien savoir quel est l'apport de communiquer avec ces hallucinations. Le mal-être du patient. Pardon? Le mal-être du patient. Il peut toujours avoir les hallucinations, même avec un traitement. Et ça rend anxieux. Ça va diminuer son mal-être. Ça va diminuer son anxiété. Quand vous avez un patient et qui des fois prend des médicaments quand même, va prendre plein de choses pour ces hallucinations, mais qui vont pas, ça ne va pas obligatoirement empêcher que si les hallucinations sont là, et qu'il prend les hallucinations tout le temps, si ces hallucinations auditives lui disent t'es qu'une merde, va suicider, t'es qu'une merde, jette-toi sur le bus, t'es qu'une merde, jette-toi sur le train. Et qu'on arrive à visualiser avec lui à quoi ressemble l'hallucination, et qu'il arrive à lui parler. Qu'il voit l'hallucination, il ne la voit pas comme hallucination visuelle, mais il arrive à se représenter l'hallucination, à lui donner une forme, et quand l'hallucination lui dit t'es qu'une merde, va te jeter sous le bus, il arrive même en disant tout haut, en disant la merde elle va attendre ce soir. D'un seul coup il a moins d'anxiété. Donc on associe les deux, si j'ai bien compris. Ah mais c'est le traitement et pas. Pardon? C'est pour les médicaments. Très bien, je parle surtout pour les médicaments, on associe les deux. On va associer les deux parce que ça va réduire l'anxiété, ça va réduire plein de choses. Et bien entendu que, comme je le disais tout à l'heure, il faut de toute façon, quand on travaille ça avec des schizophrènes et qu'on travaille de ces personnes-là, il faut que le schizophrène soit stabilisé. S'il est en pleine crise, en plein délire, on n'arrivera pas à travailler quelque chose comme ça. Donc de toute façon, il faut qu'il soit stabilisé et c'est dans la
société qu'on va commencer à faire des techniques comme Accepted Voice ou les autres. Mais il faut d'abord qu'il soit stabilisé. S'il n'est pas stabilisé, Ça va l'arrêt. Donc en parallèle, si j'ai très bien compris, il doit être stabilisé tout d'abord, mais par la suite c'est en parallèle. oui, Traitement médicamenteux. voilà. La plupart du temps, c'est comme ça. Merci à vous. Excusez-moi, je vais porter une autre casquette d'ingénieur. Allez-y. D'accord. Donc la Ça dépend ingénieur en quoi. Si tu es ingénieur en hydromécanique ou je sais pas quoi, j'y connais rien. En IA. Donc là, la question, c'est par rapport à est-ce qu'un dispositif numérique ou une IA pourrait aider à renforcer et mesurer l'implémentation entre les séances, par exemple avec les mains ou les données contextuelles et des interventions juste à temps, tout en préservant l'autonomie du patient. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut jouer ce rôle et est-ce qu'il existe déjà des applications qui jouent ce rôle? Alors, pile là, je dirais, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a déjà des IA qui ont été programmées même pour mesurer ça. Maintenant, j'allais dire dans l'absolu, sûrement, quelque part, mais j'allais dire, j'en sais rien. Par contre, je crains une chose. C'est que quoi qu'il arrive, même si on ne le fait pas maintenant, on va le faire à un moment, mais c'est l'IA qui va le faire à un moment. Donc voilà, c'est juste que je crains, mais c'est peut-être une idée dysfonctionnelle de ma part. Hein. Enfin, quelque chose de machin. Mais donc la réponse c'est j'en sais rien, mais sûrement oui. Mais je ne sais pas, franchement. Donc l'idée, si une implémentation entre les séances d'un IA qui pourra accompagner le patient à répéter les schémas qu'on veut implémenter, est-ce que à votre expérience ça peut marcher? Bon, oui. Ça peut renforcer l'implémentation? C'est qu'il y a encore 3 ans, on posait la question à n'importe quel psy, vous aurez dit non, l'IA ne pourra jamais remplacer l'être humain dans tous les domaines, dans les trucs. Et n'importe quel, je sais pas, traducteur, vous aurez dit bah non, mais l'IA n'aura jamais la spécificité pour pouvoir traduire des trucs d'une langue à une autre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus de traducteurs quasiment qui existent parce que les IA sont remplacées. Donc, ouais, l'IA sera capable de tout, peut-être. Pas les émotions? J'en suis pas certain. Toutes les personnes qui discutent avec Claude ou avec Chat et qui partagent leurs émotions avec, vous avez déjà utilisé Claude pour les émotions? Vous dites à Claude, je me sens mal, qu'est-ce que je peux faire? Vous verrez comment il accueille l'émotion, c'est incroyable. Il le fait super bien en fait. Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'a embêté aujourd'hui? Et voilà, et si en plus vous avez la synthèse vocale, vous verrez qu'il change de voix au moment où il le fait. Dès que vous parlez d'émotion. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il est programmé pour donner toujours le message va voir un spécialiste si tu as envie de te suicider. Donc, il coupe son discours à la fin, il fait tout le discours très bien, et il le termine à un moment par et si tu as envie de te suicider, n'oublie pas d'aller voir un spécialiste. Et sinon, tout le reste, c'est juste génial. S'il s'arrêtait à ça, franchement, Claude est super. Il est génial, Claude. Essayez, Claude, vous allez voir. Essayez. ChatGPT est déjà très bon. Alors, Claude, en tant que psy, il est exceptionnel. Ah ouais, il est incroyable. Et il fait des choses vraiment très très bien. Mais non, il va être remplacé par le gars en tant que psy, c'est pas grave. Voilà, je veux rien dire. Voilà, c'est juste entre nous. Les autres n'écoutez pas. Ceux qui vont peut-être avoir des enfants, ça ne me concerne pas. Mais vous ne me paraissez pas, je suis désolé, je ne vais pas vous vexer, mais vous ne me paraissez pas être de prime jeunesse. Comme moi-même, je ne le suis pas. J'ai des poils blancs, j'ai des d'autres coups. Tranquille, on va aller à la retraite. On ne nous aura pas remplacé les médecins fait mieux que nous. On s'en fout. Voilà, c'est les autres. Nous, on s'en tape. C'est tout ce qui compte. C'est moi, j'ai ma retraite tranquille. Voilà. Les autres n'ont pas de boulot. Ils en auront plus. Dans 10 ans, ils n'ont plus de boulot. Ils vont se faire à la retraite. Ils vont le faire. C'est tout. Ils n'avaient qu'à pas écouter nous. Voilà. C'est tout. Ils vont remplacer, bien entendu. Vu ce qu'ils font actuellement, les IA, vu comment ça évolue, à un moment, il faut beaucoup. On aura pu dire non, il faut un humain, il faut un humain. Et ben, on mettra un
une vraie personne. S'il fait ménage, mais oui, il ne va pas faire que le ménage aussi. Il va faire tout le reste. Ça a déjà remplacé tellement de choses. Les Claude, est-ce qu'il est Claude? Là, dans le moment de solitude, il est bien. Quand le soir, vous me confiez le secret, vous dites Claude, je me sens mal ce soir, j'en ai marre. Il répond super bien. Il est hyper empathique. Il donne des bons conseils. Et à la fin, il dit, surtout si tu as envie de te suicider, n'oublie pas d'appeler le numéro spécial suicide et d'aller consulter. Ça, c'est chiant. Oui. Parce qu'il y avait Alta, le suicide pour avoir... Voilà, donc il doit rajouter ça pour l'instant. Mais un moment, il ne va pas le rajouter. De toute façon, vous pouvez même programmer vous-même Claude. Si vous avez l'abonnement, vous pouvez dire à Claude, ne me répète plus ça, je le sais, s'il te plaît, ne fais plus cette réponse. Et Claude ne le fait plus. Donc on peut même enlever cette réponse. Moi je la laisse parce que bon, je n'ai pas envie de me suicider. Mais, On ne sait jamais. on ne sait jamais. Alors, Émile Raffin, je suis étudiante en psychologie à la faculté des sciences des lettres et sciences humaines à Montréal. Ma question est, est-ce que ça marche à tous les coups? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une question de résistance? Parce que, par exemple, si on compare avec l'hypnose ericksonienne, on se pose la question des résistances, de contourner le facteur critique, du patient. Est-ce que l'hypnose conversationnelle, en comparaison avec l'hypnose ericksonienne, on construit en faisant, c'est-à-dire que le script, il se construit au fur et à mesure. C'est rassurant, en réalité. Alors, j'ai deux réponses. Une qui ne va pas vous faire plaisir et une qui va sûrement l'aider. Quoi qu'il arrive, si quelque chose marchait à tous les coups, tout le monde l'utiliserait. Il n'y a rien qui marche à tous les coups en psycho. Donc, quoi qu'il arrive, non, ça ne marche pas à tous les coups. Et on peut parfois passer plein de temps et voilà, et ça n'a pas marché. La deuxième chose, par contre, l'hypnose ericksonienne, parce qu'elle est hyper mal faite et qu'Erickson, il a baratiné des conneries. Et s'il n'avait pas baratiné de conneries, ce serait beaucoup mieux fait. L'hypnose ericksonienne, en fait, ne vérifie pas la transe. Quand on fait l'hypnose ericksonienne, on ne sait pas si le patient est en transe. Alors que quand on fait l'hypnose issue des TCC, on sait si le patient est en transe. Parce qu'on le vérifie avant. Et quand on l'a vérifié avant, eh ben, on est sûr que ça va marcher parce qu'il y a la transe. Si on n'a pas vérifié avant, on se pose la question, est-ce qu'il était en transe ou pas? C'est la question de praticien, en fait. C'est la question. Mais il ne faut pas le faire comme Erickson le faisait. Il faut le faire avec plein d'autres trucs. Le seul truc, c'est que tout le monde fait des formations et s'entraîne à l'hypnose ericksonienne, alors qu'il y a plein de façons, mais il y a plein de trucs qui ont été amenés par Erickson. Et Erickson, par exemple, détestait, parce qu'il ne savait pas le faire aussi bien, les hypnotiseurs de spectacle. Donc il disait non, surtout pas. Et partout, si vous faites de l'hypnose ericksonienne, on va vous dire surtout pas. Exact. Alors, Et là, il faut renforcer les résistances. c'est un hypnotiseur qui est super bon. C'est tout. Et il sait faire de l'ericksonien s'il a envie, sauf qu'on ne lui a pas appris et qu'il n'est pas psy. Donc il s'en fout, mais il est très bon hypnotiseur. Voilà. Mais Erickson est détesté parce qu'il ne savait pas le faire. Et comme il ne savait pas le faire, il disait c'est des bâtards. Je sais pas quoi. J'allais dire des bâtards, mais j'ai pas osé dire le mot. Je ne l'ai pas dit. Mais c'était sa présentation parce qu'il ne savait pas. S'il avait su, il aurait dit faites ça. Mais il ne savait pas. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Mais si dans C'est juste ça. C'est juste ça. Mais oui, c'est juste ça. Si dans l'hypnose ericksonienne, vous mesurez le niveau de transe quand vous avez provoqué l'hypnose ericksonienne, enfin quand vous essayez de le faire, vous saurez si la personne est en transe ou pas. Donc vous pourrez maîtriser ce que vous faites. Mais comme on ne le fait pas et qu'on n'apprend pas à le faire, ben, on ne sait pas et on a toujours le doute. Exact. Merci. On va prendre deux questions là. Bonjour, je m'appelle Bouchra Chakir, je suis étudiante en licence en même temps universitaire. Alors je vous remercie énormément pour votre conférence fort enrichissante. Moi je me pose la question des limites éthiques et déontologiques de l'approche du fait d'implémenter les idées. On est carrément dans la publicité, comme vous le dites, puisqu'on utilise les mêmes processus et stratégies publicitaires de manipulation de la masse. Alors déjà, qu'est-ce qui prédispose un psychologue justement à implémenter? Quelles devraient être ses compétences? Ça de un. De deux, au lieu de suggérer,
ne peut-on pas simplement inviter la personne à trouver les ressources en elle-même, justement, pour remplacer les croyances limitantes ou bien les idées minées par ce qu'elle veut elle-même, au lieu de suggérer, en utilisant les mêmes techniques. C'est-à-dire, jusqu'à quelle mesure un psychologue est-il apte et a suffisamment de compétences pour remédier à la problématique du patient en implémentant une idée la plus rigoureuse, la plus bonne pour la personne, pas pour lui-même. Ça, c'est la première question. Ouais, mais tu peux pas faire. C'est la première question, elle fait 20 minutes. Moi, je veux bien, enfin, je peux pas me souvenir du tout après. Bon, la première chose que vous avez dit, c'est il y a une différence quand même entre la publicité et la psychologie clinique. C'est que la publicité, vous l'avez dit, c'est l'influence de masse. La psychologie clinique, c'est une personne qu'on a en face de nous. Et en prenant son cas en compte, en prenant ses particularités en compte, en prenant plein de choses comme ça. La deuxième chose, c'est que j'allais vous demander, mais comment vous faites pour que la personne trouve d'elle-même, sans lui suggérer qu'elle peut trouver elle-même? Alors, écoutez, je suis déjà initiée à la programmation neurolinguistique. Justement, tous les outils que vous avez donnés, j'ai déjà une formation en PNL, je suis praticienne pédéliste. Alors, parmi les techniques qu'on fait, justement, l'ancrage émotionnel, la visualisation, le cadre aussi. C'est pas ça, c'est comment vous arrivez à juste faire en sorte de faire en sorte qu'un patient trouve lui-même la solution si vous ne lui suggérez pas qu'il a la solution. En dégustant déjà les croyances limitantes. Là, maintenant, on va se poser les questions sur ses propres croyances. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas réalisé ce qu'il veut réaliser. Donc, vous faites exactement ce que je viens de dire. Dès que vous allez interagir avec quelqu'un, vous allez faire ce que je viens de dire. C'est l'interaction entre les humains. Donc, en fait, la question que vous posez, en soi, c'est impossible. Après, il y a un autre niveau, c'est quelle est l'éthique et quelle est la déontologie. La déontologie, je ne sais pas si vous avez un truc, comment on appelle ça? Non, même pas, enfin, si, un code de déontologie. Nous, en France, on a un code de déontologie, mais on n'a pas d'ordre. Donc, le code de déontologie, pour rien, de toute façon, c'est la merde, le code de déontologie français. Si vous avez le même, brûlez-le, faites-en un peu, parce que nous, c'est juste, tu ne diras pas du mal de tes collègues, c'est tout ce qu'il y a marqué à l'intérieur de notre code. C'est tu ne diras jamais du mal de tes collègues. Quoi qu'ils fassent, tu ne diras pas du mal. Tu dois accepter que tes collègues peuvent faire ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas efficace, du moment que c'est des collègues. Et tu n'iras jamais dire du mal de tes collègues, c'est notre code. Voilà, il n'y a que ça à l'intérieur. Mais, de manière générale, l'éthique, c'est une réflexion que vous avez avec vous-même. Vous avez avec vous-même, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Comment je le fais? Jusqu'à quel niveau je le fais? Bien entendu, c'est un truc qui... Vous pouvez avoir une réflexion, mais comme pour tout. Nous, on travaille par exemple, dès que vous êtes psy, déjà, vous devez vous poser, mais qu'est-ce que je fais en fait? Quelqu'un vient me raconter son histoire et il me dit je veux du changement. Éthiquement, est-ce que je vais apprendre le changement? Même avec un autre outil, qu'est-ce que je réfléchis dans la situation de la personne et quel droit j'ai de lui dire on va changer ensemble? Le droit, c'est lui qui vous l'a donné déjà. Il est venu vous voir pour ça. Mais c'est des réflexions comme ça, mais c'est tout aussi. Donc dès qu'on est psy, de toute façon, cette question d'éthique, on doit l'avoir. La déontologie, on peut peut-être la régler quelque part si vous avez un ordre de psychologue au Maroc qui peut peut-être régler un problème de déontologie, mais le problème d'éthique, c'est vous-même et vous posez cette question. Est-ce que je m'apporte ça avec le patient? Est-ce que parce que j'ai appris, par exemple, vous dites la PNL, vous savez, je suis maître 2 aussi en PNL, alors rappelez-moi. Donc, si vous avez appris la PNL et que vous utilisez les outils de PNL, vous devez vous poser la question, est-ce que je les utilise ou pas? Puisque de toute façon, c'est la manipulation. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la manipulation. Là, qu'est-ce que je réponds à mon patient? Est-ce que j'ai le droit de lui répondre? Est-ce que j'ai le droit de répondre même à mon patient? Quand il me dit, vous voyez, quand vous avez un patient qui vient, généralement, il y a une question qui arrive à la fin de la première séance, qui est un petit peu du type, est-ce que vous pensez pouvoir m'aider? Comment vous répondez à ça, vos patients? Ça dépend de lui. Vous allez dire, ça dépend de vous? Dans ce cas-là, je rentre chez moi, si c'est moi, je ne reste pas comme patient chez vous. Si je vous pose la question, je viens de vous payer, et je vous dis, est-ce que vous allez pouvoir m'aider? Et vous
vous me répondez, ça dépend de vous. Déjà, vous êtes en train de me manipuler, parce que vous êtes en train de me dire, si vous avez assez de motivation, si vous avez assez de trucs, oui. Si vous vous plantez, c'est votre faute. Voilà. Vous êtes en train de me dire ça. Donc, vous me renvoyez tout le poids de la responsabilité de votre propre échec. C'est quand même dégueulasse de faire ça. Je veux rien dire, mais éthiquement, en tant que psy, renvoyer le poids de la responsabilité de son échec sur la tronche du patient, c'est pas très éthique. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va répondre? Ça dépend de vous. On va lui dire, je ne peux pas vous répondre pile maintenant, mais on va faire en sorte de faire le maximum pour que je puisse vous aider. Vous êtes sûr? Non, vous n'êtes pas sûr d'avoir fait le maximum. Vous n'êtes pas sûr que vous le ferez. Parce que si par exemple, pour l'aider, il faut tuer vos enfants, vous n'allez pas tuer vos enfants. Vous avez tort, parce qu'un enfant de moins, c'est un enfant de moins. Et vous n'allez pas faire des choses comme ça, donc le maximum, vous ne le ferez pas. Eh, vous me répondez quand même. On va faire en sorte. Est-ce que c'est très éthique de répondre ça et de donner l'espoir à quelqu'un? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et pourtant, on ne va pas lui dire, bah écoutez, vu les statistiques, vu ce que vous avez, 10% de chance. Non, 10%. C'est les données épidémiologiques qu'on a, je viens de regarder dans la littérature scientifique, 10% de chance. Si j'étais vous, je ne perdrais pas mon argent. Rentrez chez vous, de toute façon, dans 5 ans, vous êtes mort. Non, c'est pas cool. Mais on va dire, on va faire le maximum. Et là, on a manipulé la personne. C'est chiant. On le fait tous tout le temps, de toute façon, dès que vous parlez à vos amis, vous manipulez. Vous leur dites, mais non, écoute, je t'ai dit, fais plutôt ça. Quitte ton mari, mais con, je te l'ai toujours dit. Voilà. Et vous faites. On va prendre une dernière question. Alors, premièrement, Mohamed, je me présente, Mohamed Arabi, psychologue médecin de pathologie, à la faculté de médecine de pharmacie de Rabat, encore spécialiste en addictologie. Alors, avant de me poser une question, je voudrais juste vous féliciter à Madame la Présidente pour cette belle conférence. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup, Monsieur Stéphane, pour votre présentation scientifique. Donc, je voudrais poser mes questions rapidement. Ma première question, Monsieur Stéphane, est-ce que l'approche non médicamenteuse est-il capable d'identifier et de comprendre les troubles pathologiques sans aborder les autres approches thérapeutiques? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concernant les tests neuropsychologiques. D'accord? Concernant les tests neuropsychologiques, est-ce que les tests neuropsychologiques étaient capables, lui seul était capable d'identifier ou bien lui seul suffisant pour diagnostiquer ou bien pour aider les troubles neurocognitifs? Ma troisième question, c'est la dernière question. D'accord. Merci. Alors, déjà, une question, c'est. Enfin, dans votre première question, c'est par rapport à l'approche médicamenteuse, etc. Il y a deux réponses que je peux faire. C'est de manière générale, en fait, là, ça va dépendre du patient, ça va dépendre de la pathologie, ça va dépendre de plein de choses. Et quoi qu'il arrive, c'est pas. Dans votre question, il y avait deux choses. Il y avait une question qui était aider, dans ce que j'ai compris, aider les patients. On a des patients qui vont être aidés juste avec des médicaments, on a des patients qui vont être aidés juste avec de la psychothérapie, et on a des patients qui ont besoin des deux pour pouvoir avancer. Donc, la réponse, c'est une réponse de Normand, mais je suis de Normandie, même si je suis polonais, mais voilà, et donc je fais une réponse de Normand. En fait, il y a les deux. Après, il y avait une question de comprendre. Et la réponse à comprendre dépend toujours du niveau d'interprétation. Donc, si je veux comprendre un niveau psychologique, les médicaments ne servent à rien. C'est juste la psychologie. Si je veux comprendre un niveau biologique, les médicaments servent à quelque chose. Parce que le mode d'interprétation sera biologique. Si je veux comprendre à un niveau
atomique, alors les médicaments et la psychologie ne servent à rien. Ça va être une explication au niveau atomique. Si je veux comprendre à un niveau qui est quantique, eh ben ça ne va servir à rien le reste, parce que c'est le niveau quantique. Donc ma réponse, là aussi, elle n'est pas terrible, c'est tout dépend à quel niveau d'interprétation vous vous placez. Si vous vous placez à un niveau d'interprétation psychologique, bien entendu, la psychologie va pouvoir. Si vous vous placez même au niveau neuropsychologique, ce n'est pas exactement le même niveau d'interprétation. Donc il va falloir passer à une interprétation neuropsychologique. Donc en fait, l'association, cette distinction entre médicaments et approche médicamenteuse et psychologie dépend aussi du niveau d'interprétation qu'on veut utiliser. J'ai pas entendu, je suis désolé. Je n'entends pas. Dans le cas pas dans le cas de schizophrénie. Pourquoi? Je veux dire qu'à la limite, alors moi je ne suis pas du tout psychanalyste, mais il y a un niveau d'interprétation psychologique au niveau psychanalyste qui existe, qui explique la schizophrénie, et qui n'explique pas un niveau biologique. Donc ça existe. En TCC, on ne va pas utiliser ce niveau-là, mais ça existe. Et on peut l'utiliser de manière générale en psychanalyse. Plein de psychanalystes vont expliquer, par exemple, la schizophrénie par une ambivalence chez les parents au départ, dans le développement. J'allais dire pourquoi pas, moi c'est pas mon truc, mais j'allais dire qu'on peut l'expliquer à ce niveau-là, on peut dire la schizophrénie serait due à une ambivalence. Et on peut très bien, donc tout dépend de votre niveau d'interprétation. Ça ne veut pas dire que l'explication qu'on va donner sera vraie et sera bonne. Je dis juste, ça dépend du niveau d'interprétation. Et votre deuxième question, c'était sur, je ne me souviens plus. Les tests, c'est des tests qui sont. Il n'y a aucun test fiable sur rien. Et même quasiment, quel que soit le niveau, un test, normalement, il devrait être répété. Et vers le rien, on s'aperçoit que plein de tests, même au niveau, des tests neuropsy, pour déterminer si quelqu'un est par exemple TDAH ou autiste ou un autre trouble neurodéveloppemental, en fait, des fois, ils donnent aussi des faux positifs. Et que des fois, on a des faux positifs et des fois, on a des négatifs aussi qui sont vrais pourtant. Et on a des choses comme ça et qui sont dépendants des fois du contexte et du moment où ils sont utilisés. Donc, on ne peut pas se fier entièrement aux tests. Maintenant, les tests, de manière générale, sont de mieux en mieux construits, sont de mieux en mieux faits, et à un moment, il y aura des tests qui permettent réellement d'avoir quelque chose. Mais après, tout dépend du test aussi. Il y a, si vous avez des tests, papier-crayon, pour savoir si les personnes souffrent de troubles de dissociation. Je pense ça parce que je pense à autre chose que je vous ai mis au départ. Un test papier-crayon pour savoir si les personnes souffrent de dissociation et de troubles dissociatifs, c'est un petit peu embêtant, parce qu'il n'y a pas de preuve derrière, la personne peut répondre comme elle veut, elle peut répondre en fonction du contexte, un truc comme ça. Si vous mettez cette personne dans une IRM fonctionnelle, vous faites des IRM fonctionnelles, à un moment, si elle dissocie, ça se voit. On a sur l'écran, c'est pas du tout la même chose qu'il a allumé. Et dans ces cas-là, on peut dire que ce test-là est très bon. Et en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir quelque chose qui rapproche les deux, en fait. Et faire en sorte que le test papier-crayon, on soit sûr qu'il puisse prédire la réponse de l'IRM à 99,99%. Mais tout ça, ça se travaille et les tests sont bien meilleurs et de mieux en mieux. Détecteur de mensonges, c'est pas le meilleur qui existe, mais les détecteurs de mensonges, des choses comme ça. Et puis la technologie va apporter beaucoup. Moi, je travaille avec un laboratoire d'informatique. On travaille sur des casques d'époque. C'est des casques qu'on met là et qui nous permettent en fait, pas de lire les pensées, mais de dire, avec la pensée, on peut faire des choses. On met le casque. Moi, quand j'ai le casque, j'arrive à commander, juste en la regardant, sans savoir comment je fais, une petite voiture télécommandée. Je n'utilise pas mes mains. Quand j'ai envie qu'elle aille à droite, elle va à droite. Quand j'ai envie qu'elle aille à gauche, elle va à gauche. Je ne sais pas du tout comment je fais. Mais en tout cas, ça se passe. Et c'est un apprentissage comme plein d'autres choses. Et l'air de rien, on adapte aussi les casques époque à des tests,
d'anxiété ou au niveau de dépression d'une personne, selon la vitesse d'apprentissage sur certaines tâches avec le casque évoqué. Et on arrive à voir si elle est plus anxieuse ou plus dépressive. On arrive à faire ça. À un moment, ce sera encore plus précis. Pour l'instant, ça fait 3 ans que c'est cérébral, mais je ne sais même pas comment ça fonctionne. Voilà. Après, il y a un truc que j'ai commandé au MIT qui va encore arriver. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, ce sera peut-être dans très très longtemps. C'est maintenant, il existe un appareil qui permet, parce que vous avez dit détecteur de mensonges, qui permet en fait je cherche le nom, de détecter, en fait, c'est des capteurs sub, je sais plus quoi, qui permettent de détecter les micro-mouvements des cordes vocales. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand on pense concrètement à un mot, on le dit. Et que si on a le capteur qui détecte le micro-mouvement, et bien en fait, le micro-mouvement de la corde vocale donne le mot. Et donc, en mettant ça, on arrive à lire dans les pensées des gens. Mais il faut qu'elles expriment leurs pensées avec des mots, il ne faut pas qu'elles les expriment avec des images. Parce que sinon, ça ne marche pas. Mais si on dit à la personne, vous me répondez dans votre tête oui ou non, et qu'on lui pose des questions, on voit apparaître oui, non, oui, non. Et si on leur dit, dites-moi une phrase, on voit apparaître la phrase. Et bien ça va se développer encore plus. Sauf qu'on sera tous morts avant à cause de l'IA et de la pollution. Donc on ne le verra pas, mais s'il n'y avait pas d'IA et s'il n'y avait pas de pollution, à un moment on va dire dans les pensées des gens. Réellement, il y aura des possibilités de le faire. Et à ce moment-là, les tests, ils sont parfaits. Merci beaucoup pour votre générosité. Je veux juste signaler que M. Ruzinec a assuré un cours ce matin. Donc on ne va pas abuser de sa générosité scientifique. Donc je suis obligée quand même d'arrêter de terminer la conférence plutôt. Donc au nom du master psychologie clinique et psychopathologie, donc je réitère mes remerciements. Merci pour votre présence. La faculté des sciences humaines et sociales pour leur soutien, les collègues, les invités, les étudiants présents. Donc, et bienvenue. Eh ben, c'est moi qui vous remercie surtout de m'avoir invité, ça fait plaisir. Ça faisait très très longtemps que je n'étais pas venu à Rabat. D'accord. Et ça m'a fait plaisir de revenir. Ils ont tout changé, ça ressemble plus du tout. C'est chiant parce que j'avais pu le faire. J'espère. Je ne sais pas s'ils sont mieux ou pas. En tout cas, ça a changé. On verra. On verra s'ils sont mieux ou pas. Mais il y a plus d'espace vert, ça c'est cool. Il y a plus d'arbres. C'est plus bleu. Non, mais c'est vrai, ça c'est plus bleu. Les arbres. Mais voilà, c'est moi qui vous remercie.